Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Mexique, encore une, mais alors c'est une vidéo qui ressemble un petit peu à une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques temps, quand j'étais arrivée au Mexique, et qui concerne les petites particularités mexicaines. En fait, les différences entre ce que j'ai pu observer de ce qui se passe en France et de ce qui se passe au Mexique en termes de vie quotidienne, d'habitudes, etc. Mais avant ça, c'est le générique. Alors voilà, je vais vous mettre ici le lien vers la première vidéo qui parlait un petit peu de tout ce qu'il y avait à savoir avant d'arriver au Mexique, hein, histoire de ne pas être complètement décontenancé. Et puis, comme cette vidéo-là dont je viens de vous parler, je vais continuer un petit peu la liste des choses qui m'ont un petit peu étonnée. Alors en bien ou en mal, voilà, alors vous me direz peut-être en commentaire si vous êtes allé au Mexique et si vous avez eu l'occasion d'observer les mêmes choses, de vous faire les mêmes réflexions, voilà. Donc je vais commencer par l'eau. Alors dans tout le sud du Mexique, enfin en tout cas dans tous les lieux que j'ai pu fréquenter, il n'y a pas d'eau potable au robinet. Voilà, il y a de l'eau courante dans la plupart des endroits, mais il n'y a pas d'eau potable. Et ça s'explique par plein de causes différentes et variées, des causes politiques notamment, et économiques, mais voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors comment on fait? En fait, on achète, et je vais vous mettre une petite photo ici, des grandes bonbonnes d'eau, qui sont généralement à disposition si vous louez un Airbnb ou si vous allez chez quelqu'un. Là, ils ont toujours, ils sont obligés d'acheter de l'eau potable, donc c'est en bouteille, oui, mais c'est en grosse bonbonne, puisqu'on est sur une utilisation familiale. Ça coûte pas très très cher, mais quand même, je veux dire, ça coûte beaucoup plus cher que l'eau du robinet qui se trouve en France. Ça, c'est sans commune mesure, vraiment. En parlant d'eau, alors bon, un petit truc marrant, dans les douches, souvent il y a donc 3 ou 4 robinets. Alors il y a en fait du coup 2 robinets qu'on connaît, eau chaude, eau froide, voilà, et il y a aussi un robinet central pour arrêter l'eau. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et parfois, il y en a un 4e qui se trouve un peu plus bas et qui est un robinet d'eau froide pour remplir des seaux, les bassines, etc. Et c'est plutôt assez pratique. Alors, je n'ai jamais vu de douchette comme nous on peut avoir en France. C'est vraiment que des douches qui arrivent par au-dessus. Et très très souvent, le débit est vraiment ridicule, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de pression. Mais ça s'explique parce que c'est souvent de l'eau qui arrive de citernes en fait qui sont placées sur les toits mexicains. Alors vous savez, c'est souvent des toits plats, et donc on a des grosses citernes. Voilà, j'ai une photo que je vais vous mettre où on voit ces grosses citernes dans une ville et qui est en fait leur réservoir d'eau pour la douche. Donc très souvent aussi la douche n'est pas chaude, évidemment. Voilà, alors quand vous avez de l'eau chaude, c'est quand même assez rare. Je vous disais, les robinets, il y a des fois, c'est les 2 robinets, c'est de l'eau froide en fait. Voilà. Après, alors je vais vous mettre une photo parce que là c'est assez drôle. On a dans certaines villes des trottoirs qui sont extrêmement hauts. Il y en a, et dans la photo que je vais vous mettre là, en fait, il y a même des marches pour monter sur le trottoir. Donc c'est une photo que j'ai prise à Campeche, il me semble. Donc évidemment, quand on est sur le trottoir, on n'a pas intérêt de tomber parce qu'on tombe de très très haut. Moi j'ai eu à Campeche, un trottoir qui m'arrivait au niveau de la hanche. Vous voyez, c'est pas des petits trottoirs. Alors c'est pas partout le cas, mais c'est quand même assez souvent le cas que les trottoirs sont assez hauts. Alors pourquoi? Parce que souvent il n'y a pas de tout à l'égout. Il n'y a pas de tout à l'égout, et donc l'eau elle s'évacue comme ça, voilà, et donc et comme il y a des pluies torrentielles dans ces régions-là, il y a intérêt que ça s'évacue assez rapidement. Et puis aussi une autre raison, c'est qu'en fait les trottoirs ne sont pas du tout comme nous.
Enfin, en tout cas, dans certaines villes, alors peut-être que dans des villes c'est le cas, mais dans plein de villes, les trottoirs sont pas du tout uniformisés en fait. Et c'est pas la ville qui prend en charge les trottoirs, c'est chaque personne qui en fait fait construire sa maison. Bah, du coup, fait construire son trottoir et entretient son trottoir. Et donc, parfois, bah, ils sont plus larges, moins larges, ils sont plus hauts, moins hauts, etc. Et donc, dans certaines villes, les trottoirs sont pas du tout uniformisés, ou alors vraiment juste dans le centre-ville, qui doit être apparemment, enfin, ça doit être fait par les services de la ville, les services communaux, mais tout le tour, en fait, n'est pas du tout uniformisé. Donc ça, c'est un peu bizarre quand on voit ça. Et puis oui, il faut faire très très attention quand on circule sur les trottoirs au Mexique, de bien regarder là où on marche. Alors non pas à cause de ce que je vais dire juste après, mais parce que dans certains trottoirs, on a carrément des trous, mais des trous comme ça, hein, des trous énormes, voire même plus gros et profonds. Donc parce qu'ils ne sont pas entretenus, parce qu'il y avait quelque chose avant, et puis qu'en fait il y a plus et que ça n'a pas été rebouché. Donc il faut faire assez attention donc, à ça, parce qu'on peut, voilà, on a la tête en l'air parce qu'on admire le pays, on admire les maisons, etc. Et puis ben, on peut assez facilement se casser la figure. Donc regardez bien où vous marchez quand vous marchez au Mexique et qu'il y a des trottoirs. Alors, point suivant, qui a un rapport aussi avec les trottoirs, moi j'ai trouvé que malgré le nombre de chiens errants qu'il y a partout et de chiens qui ne sont pas errants, qui sont des chiens avec des propriétaires, eh ben, il n'y a pas de crotte de chien dans la rue. Et ça m'a complètement bluffée. Et en fait, je m'en suis rendu compte vraiment quand je suis rentrée en France. Quand je suis rentrée dans ma ville, j'habite une toute petite ville qui s'appelle Nevers, une ville moyenne. Et alors là, moi je suis en centre-ville, c'est le festival des crottes de chien. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a partout. Partout. Les gens n'ont pas pris l'habitude de ramasser, dans la ville où j'habite, de ramasser les déjections de leurs chiens. Puisque là, il n'y en a pas de chiens errants. On est bien sûr des propriétaires qui promènent leurs chiens et qui leur font faire leur déjection en plein milieu du trottoir et sans ramasser. Il m'arrive très très souvent d'être à côté d'une dame ou d'un monsieur qui fait crotter son chien et de lui dire « Ah bah vous n'avez pas de sachet » alors qu'il y en a partout dans la ville, voilà, et de lui fournir un sachet puisque moi j'en ai toujours dans mes poches malgré le fait que je n'ai pas de chien. Bon bref, je reviens au Mexique. Ben, au Mexique, en fait, il n'y a pas de crotte de chien. Et pour une raison très simple, c'est que les gens entretiennent le trottoir, donc c'est lié, voilà, qui est devant chez eux, c'est-à-dire qu'ils le lavent, ils le nettoient, ça c'est pour les crottes de chiens errants, et pour les gens, en fait, qui promènent leurs chiens, bah, ils ramassent les crottes de leurs chiens. Ils ramassent les crottes de leurs chiens. Et s'ils ne le font pas, ils sont verbalisés. Vous voyez, s'il y a la police qui passe et qu'ils ne ramassent pas, et puis même, je pense que parce que c'est des gens propres qui ne font pas ça, tout simplement. Alors, sur les trottoirs, dans les rues, etc., on va trouver des déchets plastiques, du papier, des tas de trucs, mais on ne trouve pas de crottes de chien. Voilà, en tout cas au Mexique, on en trouve sans doute parfois, mais sans commune mesure avec ce que j'observe ici en France, et vraiment, ça m'a frappée. Et à chaque fois que je sors de chez moi, je fais très très attention là où je marche, pas parce qu'il y a des trous dans le trottoir, mais parce qu'il y a des crottes de chiens partout. Donc ville de Nevers, si vous passez par là, je sais pas, faites quelque chose quoi. Autre aspect des particularités, on va dire mexicaines, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est les billets de banque. Alors les billets, en fait, l'argent sous forme papier. Ben pour la même valeur faciale, par exemple pour 20 pesos, et ben vous allez avoir des billets différents. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes. Et qui sont en circulation. Voilà, c'est quand même très étonnant d'avoir des billets de même valeur qui n'ont pas la même apparence. Et puis, en parlant des billets, moi j'ai un petit faible pour c'est normal, pour le billet de 500 pesos. Donc 500 pesos, c'est environ 25 €. À l'effigie de Frida Kahlo, parce que c'est Frida Kahlo, quoi, et que voilà, c'est un très joli billet. Bon, c'est très cher, 500 pesos, voilà, c'est 25 €, il y en a pas beaucoup, mais bon,
c'est un très joli billet. Alors, en termes, on va dire, de vie quotidienne, etc., moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé étonnant, mais qui s'explique aussi par des raisons politiques et économiques. C'est que, en fait, les maisons, c'est toujours des maisons élargies. C'est-à-dire que c'est très rare, en tout cas dans les villes que j'ai pu, là où j'ai pu aller, que les gens habitent tout seuls dans la maison. C'est-à-dire que le couple avec les enfants, par exemple. Comme on voit, nous, c'est le truc le plus fréquent, ou un foyer avec une seule personne, par exemple, ou deux personnes. Nous, c'est très fréquent chez nous. Ben, en fait, là-bas, c'est très souvent une maison, mais plus d'autres appartements dans le même espace, enfin dans le même environnement, où en fait toute la famille, voire même la famille élargie, habite au même endroit. Alors ça s'explique parce que il n'y a pas de système de retraite, il n'y a pas de système de chômage, etc. Et que par nécessité, les Mexicains habitent en famille. Alors c'est la nécessité qui explique ça, mais du coup ça fait aussi que les personnes âgées ne vieillissent pas toutes seules dans un coin, elles sont avec leur famille. Alors, et du coup, elles participent toujours à la vie familiale, et souvent, elles s'occupent des enfants qui sont les enfants des actifs, en fait, des gens qui travaillent. Donc ça, on voit, c'est par nécessité qu'ils habitent encore ensemble, mais du coup, ça donne quelque chose d'assez sympa, où on a plusieurs générations dans un même lieu. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors tout le monde ne veut pas vivre avec ses parents, ses grands-parents, ses petits-enfants, etc. Et je le comprends. Mais j'ai bien aimé ça, en fait, qui est dans un même espace, en fait, plusieurs générations. Alors quand je dis même espace, ils n'habitent pas dans la même maison. Très souvent, il y a la maison principale où il y a une famille nucléaire, on va dire, qui habite. Et puis, on va avoir des appartements qui sont accolés ou des petites maisons qui sont accolées à cette maison principale où il y a d'autres personnes de la famille qui résident. Donc, ça va se faire sur plusieurs, non pas niveaux, parce qu'il y a très peu d'immeubles avec des niveaux 2, 3, 4 étages, mais plutôt, la maison, la petite cour intérieure, le patio, etc. Tout ça va être relié. Il y a plusieurs petites familles, petits foyers en fait, qui sont liés par des liens familiaux et qui habitent ensemble, mais sans se marcher dessus, vous voyez. C'est-à-dire que, par exemple, à dîner, ils ne mangent pas tous ensemble, c'est pas ça en fait. Mais par contre, ils s'entraident et puis ils se supportent, mais au sens d'entraide, quoi, pas au sens de oh mon Dieu, je dois supporter ma mère, etc. Vous voyez, au sens sympa du terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, j'ai remarqué aussi, alors c'est lié sans être lié, le nombre, mais hallucinant, d'écoles Montessori qu'il y a au Mexique. On en voit, mais partout, que ce soit des petites classes, des crèches, des écoles, ce qu'on appelle les écoles primaires, chez nous, des lycées, etc. Alors, j'ai remarqué les écoles Montessori et j'ai pas remarqué d'autres, parce que peut-être mon œil n'a pas été attiré, mais je pense qu'il y a aussi d'autres systèmes éducatifs qui sont très développés au Mexique. Et alors, c'est sans doute aussi pour des raisons politiques et économiques, puisqu'il y a, je crois, beaucoup d'écoles privées, en fait, au Mexique. Et donc les écoles Montessori sont aussi des écoles privées, mais on les voit beaucoup. Enfin, c'est très, ça m'a frappé. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus qu'en France. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que ce que je peux voir moi en France. Oui, j'en vois en France, mais j'en vois pas autant. Dans une ville, par exemple, en France, on va avoir dans une grande ville, je sais pas, 3-4 écoles Montessori. Là, on va en avoir une par quartier, par exemple. Vous voyez, dans certaines villes, à Mérida notamment, il y avait vraiment beaucoup d'écoles Montessori. Enfin, j'en ai vu beaucoup. Alors, point suivant, qui n'a rien à voir. On croise très très souvent, je vais vous mettre une photo, des gens qui, clairement, ne ressemblent pas à des Mexicains, mais qui en ont sans doute on va dire, la nationalité. Alors, les hommes sont plutôt grands, plutôt blonds, le teint clair et les yeux bleus, et on les reconnaît parce que
Et ils sont très différents des touristes, hein, voilà, parce qu'ils ont une salopette, alors bleu marine, voilà, alors en sorte de dénime, voilà, comme ça, assez dur. Vraiment la salopette, ils ont un fait de travail, hein, avec la chemise à carreaux et un chapeau de cow-boy, voilà. Et les femmes ont toutes un fichu sur la tête, plutôt noir ou plutôt bleu marine, et une robe pareil qui couvre leurs bras, qui remonte jusque là, etc. Bon, en pleine chaleur, hein, voilà. Et plutôt bleu marine et noir aussi. Et donc on en croise beaucoup des gens comme ça. Et j'en ai croisé beaucoup, enfin voilà, dans toutes les régions du Mexique que j'ai faites. Et j'ai pas fait tout le Mexique, hein, enfin j'ai pas fait. Je ne suis pas allée dans tout le Mexique du tout, hein, mais vraiment dans ces 3 mois, on en croise pas mal. Et donc du coup, j'ai cherché et en fait, il se trouve que ces personnes sont des adeptes d'une secte qui s'appelle les Ménonites. Alors les Ménonites, vous regarderez sur Wikipédia, ils venaient d'Europe, après ils sont installés au Québec, etc. Il y en a une très très grande partie qui est descendue au Mexique et qui s'est installée aux alentours de 1920-1925. Et ils sont complètement... ils font vraiment partie du paysage. Personne n'est vraiment étonné de les voir. Ils sont pour la plupart cultivateurs, mais ils ont très très peu de... alors ils vendent leur production, mais mis à part ça, ils ont peu de relations avec les Mexicains, en fait. Pourtant, ils sont Mexicains, voilà, eux aussi, mais on va dire avec les Mexicains. Et, mais par contre, c'est pas du tout comme les Amish, par exemple. On les voit à l'aéroport, on les voit dans les hôpitaux, ils ont des voitures, d'ailleurs souvent des très très gros pick-up, etc. Puisqu'ils sont cultivateurs, donc j'imagine qu'ils ont besoin de ramener leur production en ville pour pouvoir la vendre. Mais par contre, ils ne se mélangent pas. C'est-à-dire, il n'y a aucun mariage avec d'autres mariages ou autre chose, avec d'autres Mexicains, etc. Donc voilà, c'est une petite particularité mexicaine, les Ménonites. Alors, on passe au point suivant, et je fais une pause. Alors, le point suivant, les allumettes mexicaines. Alors, il faut savoir que les allumettes, au Mexique, c'est quand même assez humide. Enfin, ça dépend des endroits, mais voilà, parfois on peut avoir besoin d'allumettes pour allumer le gaz. Et donc, j'ai acheté des allumettes, puisqu'il y a un endroit, j'avais des plaques à gaz, mais j'avais rien pour allumer le gaz. Et je veux pas de briquet, moi je ne fume pas, donc bon voilà. Et donc, je suis allée acheter des allumettes. Voici, j'en ai ramené un paquet, hein, voilà, parce que, d'abord c'est mignon, un Maya, puis un petit dessin, etc. Donc, mais à part ça, quelle est la différence entre les allumettes mexicaines et les allumettes françaises? Alors, j'ai un paquet d'allumettes françaises, hein, vous voyez, le truc tout classique qu'on a chez nous, et un paquet d'allumettes mexicaines, et vous allez voir la différence. La différence, c'est ça. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, moi, c'est pas une grande allumette que j'ai, c'est une allumette tout à fait classique française. Donc, là, c'est du bois, voilà. Et l'allumette mexicaine, qui a cette taille-là, en fait, là, ça, c'est pas du bois, en fait. C'est du carton. Donc, vous voyez, on la tord extrêmement facilement, ce qui fait que quand on essaie, alors j'en prends une qui est pas tordue, d'allumer, alors là, ça fonctionne bien. Mais alors, déjà, elles s'éteignent pas tellement facilement, voilà. Mais quand on essaye d'allumer ça, c'est une allumette en carton, dans l'humidité, vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que le carton, il est complètement courbé. Et donc, vu la taille de l'allumette, comment vous dire, vous êtes obligé de la prendre à ce niveau-là, vous voyez, pour la gratter sur le grattoir, et pas au bout, parce que de toute façon, elle se tord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous cramez les doigts. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin d'utiliser du feu au Mexique, n'achetez pas d'allumettes, achetez un briquet. Donc, ne faites pas comme moi, achetez un briquet, ça vous évitera de vous cramer les doigts. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur les allumettes mexicaines. Mais je trouve ça terrible comme système, parce que sur 10 fois où j'ai gratté j'en ai gratté beaucoup plus que ça, mais sur 10 fois où j'ai gratté je me suis brûlée 9 fois. Enfin, vous voyez, c'était... et c'est imparable, on ne peut pas faire autrement. Ok. Pour
si un Mexicain passe par là et qu'il a envie de changer le système des allumettes, je sais pas, faites quelque chose avec vos allumettes, vous avez du bois, hein, vous avez beaucoup de bois, voilà, mettez une truc en bois, et puis faites-la un peu plus longue. Alors, comment dire, je vais pas militer pour l'allumette française, mais bon, bref. Comme quoi, vous voyez, il y a des trucs super, il y a des trucs un petit peu moins bien. Alors, dans les trucs super, mais pareil, hein, on est encore, comment dire, c'est par nécessité que c'est comme ça, et pour des raisons politiques et économiques qu'elles sont au Mexique, et que je ne commenterai pas parce que je n'ai aucune légitimité pour le faire. Le prix d'une consultation chez le médecin au Mexique. Alors voilà, je suis allée chez un médecin qui est, alors c'est un médecin en libéral, mais c'est un médecin, on va dire, spécial. C'est-à-dire c'est pas spécial pas dans le sens un spécialiste, mais c'est un médecin qui fait partie d'une pharmacie, en fait. Enfin, il y a des pharmacies où il y a un cabinet médical à côté, et là, il y a un médecin. Et pour une consultation classique, hein, qui a duré autant de temps qu'une consultation chez un médecin généraliste en France, j'ai payé 50 pesos. 50 pesos, c'est 2,50 €. Donc, évidemment, c'est pas cher du tout. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est ça ? Parce que là-bas, les gens n'ont pas d'argent, il n'y a pas de sécurité sociale. Et ceux qui n'ont vraiment pas du tout d'argent, il y a aussi beaucoup de dispensaires. D'ailleurs, il y en a beaucoup en fait à San Cristobal. Et les Indiens, voilà, des fois il y a des files pas possibles d'Indiens devant le dispensaire, parce que ils doivent, pour se faire soigner, ils n'ont que cette solution-là. Et que les dispensaires c'est gratuit, et qu'au moins ils peuvent un petit peu être soignés. Donc là je parle pas des médecins gratuits, hein, mais enfin gratuits, qui sont financés par ailleurs, hein, dans les dispensaires. Mais voilà, donc en fait, si vous êtes malade au Mexique, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Alors à côté d'une pharmacie, voilà, demandez dans n'importe quelle pharmacie le cabinet médical le plus proche, et vous en aurez, voilà, pour une 50aine de pesos. Surtout n'hésitez pas à aller voir le médecin, on ne sait jamais ce qu'on chope là-bas, donc voilà. Je l'ai dit. Et enfin, je voudrais, finir par une petite note sympa. C'est le nombre hallucinant de mariposas, c'est-à-dire de papillons qu'on voit au Mexique. Il y a des papillons, mais partout, tout le temps, en ville, dans les parcs, etc. Et avec une variété de couleurs vraiment très très importante. Et ça, en fait, c'est très très bien pour le Mexique, et c'est beaucoup moins bien pour nous, parce que moi j'ai 51 ans, je vais bientôt avoir 52, et quand j'étais petite, il y avait beaucoup de papillons en France. En fait, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais maintenant je vois bien la différence. Il y avait même beaucoup d'insectes, et les gens qui ont mon âge le savent, quand on partait en vacances, il fallait s'arrêter toutes les 2 heures, voire même toutes les heures, pour nettoyer le pare-brise de la voiture, parce qu'en fait, il y avait des tas et des tas d'insectes qui étaient collés sur le pare-brise et qui gênaient, en fait, qui gênaient la vue. C'est pareil au Mexique, actuellement, moi j'ai vu des tas d'insectes et beaucoup de papillons. Mais chez nous, c'est plus du tout le cas. Et si on n'a plus d'insectes, on sait pourquoi, hein, c'est parce qu'en fait, on met des pesticides partout, donc qui tuent les insectes. Et quand on n'a plus d'insectes, qui est-ce qui mange les insectes? C'est les oiseaux, donc on a moins d'oiseaux aussi. Puis voilà, toute la chaîne finalement se dégrade. Et au Mexique, enfin en tout cas dans les régions où j'ai pu aller, il y a encore des insectes, il y a encore des oiseaux, il y en a même partout, tout le temps. Les oiseaux chantent partout et tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose de positif, et j'espère que le tourisme de masse, qui a commencé à dégrader vraiment toute la côte, et toutes les côtes mexicaines, puisque voilà, moi j'ai fait quelques escales à certains endroits des côtes mexicaines, et pas toutes, mais c'est le cas partout. En fait, j'espère que ce tourisme de masse va pas dégrader tout l'intérieur des terres, et qu'ils auront encore très très longtemps beaucoup d'insectes et beaucoup de papillons, parce que ça veut dire que c'est pas aussi pollué que chez nous, quoi. Voilà. Bon, je voulais finir sur une note positive, puis finalement c'était un petit peu triste. Bon, bref, si ça vous a plu, surtout n'oubliez pas
de mettre un j'aime. C'est très important de vous abonner à la chaîne. Je crois que je vais faire encore une vidéo, peut-être sur le Mexique, ou en tout cas peut-être sur le voyage en règle générale. Et après, on reprendra le cours des vidéos classiques sur ma chaîne, qui est une chaîne qui parle de cinquantaine, voilà, de célibat aussi, souvent de rapports homme-femme, parfois, on va dire, de réorientation professionnelle, voilà, de choses comme ça. Bon, ben moi je vous dis à très bientôt. Salut!